Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire, mon invité aujourd'hui c'est Stéphanie Bory, directrice générale de la marque Garnier. À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, on va notamment détailler les investissements réalisés pour des sites industriels Waterloop en boucle fermée. Notre débat il portera sur la pollution sonore alors que les premiers radars anti-bruit sont testés en ce moment à Paris. Le coût social du bruit en France est évalué à près de 150 milliards d'euros par an. Et puis dans Smart Ideas, je vous présenterai Anissa Mekrabesh, la créatrice d'un masque anti-Covid inclusif. Vous verrez. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Stéphanie Bory, bienvenue. Vous êtes donc la directrice générale de la marque Garnier depuis 1 an. Votre carrière, vous l'avez faite chez L'Oréal. Garnier, c'est une marque centenaire, leader du marché capillaire en France, qui vante la beauté durable. La formule est belle. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment vous la mettez en pratique? Donc depuis plus de 2 ans chez Garnier, on s'engage pour la Green Beauty. C'est notre programme pour une beauté plus durable et plus responsable, dans laquelle on décortique toute notre chaîne de valeur pour avoir un impact et des ambitions très forts qu'on revoit chaque année avec des ambitions à 2025. Donc si je vous donne un exemple concret, par exemple, au niveau de nos packaging, on se donne l'ambition d'avoir 100% de ne plus utiliser de plastique vierge à partir de 2025 dans tous nos produits. Et donc progressivement, chaque année, on transforme nos catégories de produits pour avoir des plastiques recyclés recyclables, des produits sans plastique, des recharges, et donc avoir cet impact au niveau de nos packaging, mais aussi au niveau de nos formules, au niveau de nos sites de production, au niveau du sourcing de nos matières premières, et donc d'avoir vraiment cette vision sur l'ensemble de notre chaîne de valeur et d'avoir des enjeux très forts et des objectifs qu'on se fixe. Oui, donc 2025, 100%. Je reste sur les emballages, 100% d'ici 2025. Vous en êtes où aujourd'hui? C'est-à-dire, il y a quelle part de plastique vierge encore dans ce que vous proposez? En 2020, on a économisé 10 000 tonnes de plastique. Et l'idée, c'est que 20% de notre production aujourd'hui se fait avec du plastique recyclé et recyclable. D'accord. Et donc, progressivement, encore une fois, on transforme ça sur chacune de nos grandes catégories de produits. Et comme on est une grande marque distribuée en grande distribution, c'est vrai que rapidement, on a un impact très fort puisqu'on transforme des milliers et des millions de produits à cette échelle quotidiennement. Oui, alors justement, je vais détailler un peu ces objectifs 2025. Vous l'avez dit, tous les produits et emballages conçus sans plastique vierge, 100% des sites industriels neutres en carbone, je reviendrai sur la formule, 100% des emballages plastiques seront réutilisables, recyclables ou compostables, 1000 communautés accompagnées dans le cadre de programmes de sourcing solidaire. Quand vous dites des emballages, on reste un peu sur cette thématique-là, qui seront réutilisables ou recyclables. Là aussi, ça suppose quoi de booster une filière derrière? Elle existe déjà, il y a des partenaires à embarquer? Exactement, et c'est ça qui est chouette quand on travaille pour une marque comme Garnier, c'est vraiment de la capacité d'emmener avec nous des partenaires, toute une chaîne de valeur pour réussir cette transformation. Ils existent ces partenaires ou il faut un peu les titiller, vous voyez ce que je veux dire? Non, ils existent et ils se transforment et ils prennent cette ambition avec nous. C'est ça qui est chouette. Et par exemple, sur notre marque Ultra Doux, on est passé l'année dernière sur 100% de nos shampoings et après-shampoings en plastique recyclé recyclable. Cette année, on transforme nos packaging pour qu'ils soient plus à même d'être réutilisables, c'est-à-dire de pouvoir les re-remplir avec nos éco-recharges de shampoing. Donc c'est vraiment, en fait, penser à tout pour le consommateur, pour aussi avoir cet impact, nous, sociétal et responsable sur cette beauté engagée. Mais du coup, ça se fait vraiment, il faut penser à tout, à la manière dont on crée notre pack, à la manière dont le consommateur va utiliser, à ce qui est important pour lui, et donc vraiment de réussir à décortiquer tout ça et d'avancer pas à pas. Alors vous parlez de neutralité carbone, sites industriels neutres en carbone. Alors bon, on a vu récemment dans cette émission les recommandations de l'ADEME sur les termes de neutralité carbone qui ne veulent pas dire grand-chose pour une entreprise ou une usine. Ça se calcule à la dimension d'un État ou d'un continent. Je rappelle juste ça. Et je pense qu'il faut plutôt parler de trajectoire ou de réduction de l'impact carbone. Bon, au-delà de la formule, ce n'est pas le plus important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous mettez en place pour réduire l'impact des sites industriels. Comment ça se passe, ça ?
Non, mais vous avez raison, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un objectif à 2025. Aujourd'hui, on a 50% de nos usines Garnier qui sont neutres en carbone. Donc, on le fait petit à petit parce que déjà, chaque usine est spécifique. Et puis, si je donne un exemple concret, par exemple, sur l'eau, c'est aussi notre capacité au sein des usines à réutiliser l'eau qu'on utilise pour refroidir nos cuves, les laver. Et donc avoir en fait cette cycle de recyclage en interne pour être capable, au sein des usines, de consommer un minimum de... Oui, on va détailler ça sur ce qui, en bon français, s'appelle Waterloop. Mais au-delà de l'eau, sur les sites industriels, qu'est-ce qu'il y a comme levier de baisse d'impact carbone ? Il y a par exemple la capacité à avoir de l'énergie renouvelable au sein des usines, en utilisant des panneaux solaires et autres. Il y a notre capacité à aussi travailler sur la manière dont on décortique notre chaîne de production. Et donc, à chaque niveau, être capable d'avoir un impact très concret sur la manière dont on va dire, automatise nos chaînes de production, etc. Donc, vraiment, ça se fait à tous les niveaux au sein de ces sites industriels. Moi, ce que je remarque là en vous écoutant depuis quelques minutes avec ce programme Green Beauty, cette beauté durable, c'est que ça a supposé quand même de vraiment commencer par faire quoi ? Un audit pour se dire là, on a des leviers qui vont être efficaces, là peut-être il y a moins d'impact. Comment vous avez fait ? C'est un audit sur qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, où on est et où on veut aller. Et donc ça demande aussi tous les ans, nous, de se regarder et de se dire où on en est dans cet objectif qu'on a commencé en 2020, déjà avec cet objectif 2025. Et tous les ans, on publie un rapport de aujourd'hui où on en est dans nos objectifs de développement durable. Et ce rapport, il est partagé à nos partenaires, à nos journalistes, pour aussi leur dire, en fait, on ne se donne pas juste un objectif à 5 ans, mais tous les ans, on fait un état des lieux très clair de où on en est. C'est la journée mondiale de l'eau, ce 22 mars. Vous prenez un engagement pour 2030, objectif 100% des usines 100% Waterloop. Alors, vous l'avez évoqué, l'utilisation de l'eau en boucle fermée. Je voudrais qu'on parle d'investissement. Ça suppose quoi comme investissement pour arriver à ce résultat ? Alors ça suppose des investissements qui sont vraiment spécifiques selon nos sites de production. Parce qu'encore une fois, en fait, du Waterloop, il faut vraiment qu'on le pense à chaque fois à l'échelle de l'usine et pas en se disant il y a un schéma qu'on peut appliquer pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on le fait progressivement. Aujourd'hui, on a 20% de nos usines qui sont Waterloop. On a cet objectif d'atteindre les 100%. Mais du coup, ça se vraiment décortique à l'échelle de l'usine pour savoir ce qu'on est capable de faire entre une usine qui est basée dans une certaine région du monde ou une usine plus européenne ou une usine française, etc. Pourquoi ? Parce que les réglementations ne sont pas les mêmes ? Oui, parce que du coup, aussi les demandes en eau ne sont pas les mêmes. Les stress hydriques dans certaines régions ne sont pas non plus les mêmes. Donc c'est important de s'adapter à chaque site de production. Et comme je vous le disais, quand on s'engage par exemple sur ce pilier qui est l'eau, c'est important de considérer nos usines, mais c'est aussi important de considérer plein d'autres éléments dans notre chaîne de valeur, par exemple nos produits, et d'arriver avec de la cosmétique solide qui se fait sans eau, par exemple avec les shampoings solides qu'on a lancés il y a plus de 18 mois, mais aussi de penser à l'usage que fait notre consommateur de nos produits à la maison. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais 80% de l'impact carbone d'un produit se fait dans votre salle de bain, quand vous êtes sous la douche. Donc c'est-à-dire de proposer des produits comme le shampoing solide où vous utilisez 20% moins d'eau pour vous rincer les cheveux, donc une capacité d'économiser de l'eau, ou l'innovation qu'on lance cette année, qui est, alors je ne sais pas si vous utilisez un après-shampoing, Thomas. Pas vraiment, mais généralement... J'ai des femmes autour de moi qui en utilisent. Généralement, un consommateur, quand il met de l'après-shampoing sous la douche pour se démêler, etc., c'est un geste qu'il fait sous la douche et il se rince. Nous, on a lancé une innovation qui est cet après-shampoing sans rinçage, donc que vous faites hors de la douche, qui permet d'économiser 100 litres d'eau à la fin de l'utilisation d'un de nos tubes et qui vous permet du coup d'avoir un geste sans utilisation d'eau, tout aussi efficace, tout aussi avec ce même plaisir d'utilisation. Mais donc c'est vraiment ne pas juste agir à un niveau, mais penser la chaîne de production, le consommateur, le produit dans son ensemble et avoir aussi ce rôle qui est très important pour nous, d'aller aider nos consommateurs à être plus avertis. Et donc d'avoir aussi cette démarche d'éducation qui permet
aux consommateurs déjà de leur dire aujourd'hui, je pense que c'est pas évident pour tout le monde que 80% de l'impact carbone d'un shampoing se fait à la maison, mais aussi de lui donner des éléments pour qu'il puisse agir au quotidien. Et là-dessus, nous, on s'engage avec un grand partenaire qui est National Geographic pour faire des épisodes d'éducation, de sensibilisation et pour permettre en fait que chacun soit plus conscient aussi des grands enjeux qu'on a dans cette beauté plus durable et plus responsable. Merci beaucoup, merci Stéphanie Bory. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat sur ces radars anti-bruit testés à Paris. On parle des nuisances liées au bruit dans ce débat avec mes invités. Laurent Drouin, bonjour. Vous êtes le directeur du CIDB, le Centre d'information sur le bruit. Et Fanny Mietliki, bonjour. La directrice de Bruit Paris. C'est quoi Bruit Paris ? Bruit Paris, c'est l'Observatoire du bruit en Ile-de-France. Donc on a un centre technique en fait qui fait de la mesure des nuisances sonores sur le territoire régional. On fait aussi on accompagne les collectivités locales aussi pour mettre en place des plans d'action contre le bruit. Et puis on fait de la sensibilisation, de l'information générale sur ces thématiques-là. C'est essentiellement le bruit, j'allais dire extérieur, c'est-à-dire sur la route, ou c'est vraiment toute nuisance sonore ? On traite du bruit environnemental, c'est finalement toutes les sources de bruit qu'on peut trouver à l'extérieur. Donc évidemment, il y a les bruits des transports qui sont quand même assez prédominantes, mais il y a aussi les bruits de chantier, les bruits plus liés à la vie locale, et, par exemple dans les quartiers animés, dans Paris, tout ce qui est problématique plus de vie nocturne et de nuisances associées. Donc en fait, il y a beaucoup de sources de bruit qu'on intègre dans nos évaluations. Ouais, je vous posais la question parce qu'ici à Bismart, on a un gros chantier dans l'immeuble d'à côté depuis des mois, ça va encore durer des mois. Donc la nuisance, est-ce que ça provoque d'avoir un bruit important comme ça quotidien ? Bravo aux équipes qui subissent ça, c'est pas facile. Moi, je suis plutôt en préparation d'émissions à l'extérieur, je le vis moins, mais je sais à quel point c'est difficile. Le coût social du bruit en France, justement, 147 milliards d'euros, c'est l'ADEME et le Conseil national du bruit qui est arrivé à ce résultat. Comment il est calculé ce chiffre ? En fait, on essaye d'estimer tout ce que représente en fait le bruit comme externalité négative pour la société. Donc, on va traiter des impacts sanitaires du bruit, donc les conséquences directes sur la santé des populations, que ce soit en termes de gènes, de troubles du sommeil, de risques cardiovasculaires accrus, de perte de difficultés d'apprentissage pour les enfants, par exemple à l'école, ou également de perte de production. Alors après, voilà, donc ça c'est tout ce qu'on concerne les impacts sanitaires. Puis on va aussi travailler sur les conséquences directes économiques du bruit. C'est par exemple les pertes de productivité au travail. Quelqu'un qui dort mal parce qu'il a mal dormi, parce qu'il a eu du bruit chez lui, au travail il va être moins productif. Et ça, on essaye de le quantifier. Et il y a également tout ce qui est dépréciation immobilière des logements. Donc en fait, c'est tous ces aspects qui ont été estimés dans le rapport produit par l'ADEME et le Conseil national du bruit, à partir de données qui sont soit des données précises sur les expositions au bruit des transports, parce qu'on a des cartes de bruit qui existent maintenant dans toutes les agglomérations et le long des grandes infrastructures de transport. Donc on sait dire à quel niveau les gens sont théoriquement exposés en façade de leur logement. Donc ça, c'est pour la partie transport. Et puis sur les autres sources de bruit, le bruit au travail ou le bruit à l'école, où là on a moins de données. Donc c'est surtout à partir d'enquêtes qu'on a pu faire ces évaluations. Laurent Drouin, ce rapport, qu'est-ce qui vous marque, vous, dans ce rapport ? Ce qui me marque, c'est l'ampleur du coût social du bruit. Au-delà du chiffre, c'est quand même un montant qui est extrêmement élevé et qu'il faut surtout, à la limite, c'est l'ordre de grandeur qui est important. Il faut le comparer, par exemple, avec le coût de la pollution atmosphérique, qui est légèrement inférieur et dont on parle beaucoup plus. Et la deuxième chose qui est importante, dont on a peu parlé, c'est la deuxième partie du rapport qui porte sur les coûts-bénéfices. C'est-à-dire, si on se projette un petit peu, c'est en gros, cette partie de l'étude montre que le coût de ne rien faire est largement supérieur au coût de faire pas grand-chose. Je prends juste un exemple. Sur le bruit à l'école. Juste cet exemple-là, le rapport coût-bénéfice est de 1 à 10, 1 pour 10. C'est-à-dire que les coûts de ne rien faire pour les écoles qui sont bruyantes, où les enfants ont du mal à l'apprentissage, les professeurs sont fatigués, etc. Donc c'est un coût social sur le long terme qui est important. Et le coût, si on traitait acoustiquement correctement ces écoles, admettons on met 1 million pour traiter les écoles, le bénéfice serait donc de 10 millions sur le long terme. Et le 1 million en plus c'est du one shot, c'est une seule fois, le 10 millions c'est tous les ans.
Donc cette étude montre que sur d'autres domaines, par exemple la réduction des vitesses, le traitement des bruits de chantier, il y a des rapports coût-bénéfice, enfin bénéfice sur coût, pardon, qui sont extraordinaires. Et c'est vraiment là, il y a un levier d'investir. D'ailleurs, les prochaines assises nationales de l'environnement sonore que nous organisons en septembre, la thématique générale, c'est investissons dans l'environnement sonore parce qu'il y a vraiment des moyens d'éviter des coûts inutiles. C'est vraiment intéressant. Cette enquête du Centre d'information sur le bruit de juillet 2020, avec ce chiffre, 57% des Français s'estiment aujourd'hui plus sensibles à la qualité de l'environnement sonore qu'auparavant. Alors, juillet 2020, on est à la sortie du premier confinement. Laurent Drouin, c'est vrai que les urbains n'avaient jamais connu ou entendu leur ville aussi calme. Vous pensez que ça a modifié notre perception durablement? Parce que depuis, on est reparti dans la frénésie quand même. Ouais, c'est un petit peu tôt encore pour savoir si c'est pérenne, mais ça a modifié de manière très claire la perception de l'environnement sonore, au moins de la part des urbains. La perception de l'environnement sonore, elle a toujours été modifiée au fil du temps. Il y a très longtemps, l'environnement sonore, c'était le danger. Donc, les gens étaient à l'écoute du danger. Après, révolution industrielle, on va dire que l'environnement sonore était considéré un peu comme la rançon du progrès. Il y avait une fatalité. Et puis, depuis les années 80-90, il y a une demande sociale forte en Europe et en France en particulier, qui a généré des réglementations, des savoir-faire, des produits, des matériaux, des expertises. Et il y a un cercle vertueux qui fait que les choses avancent. Et il y a vraiment une prise de conscience forte. Et là, le premier confinement, on a choisi de faire une enquête au niveau national dans ce qu'on a appelé le déconfinement, donc cette période dont vous parlez, qui a montré que 57% des gens, surtout les urbains, avaient modifié leur perception de l'environnement sonore. Pas forcément positif, hein. Il y a des gens qui ont découvert le calme, ils ont découvert qu'il y avait des petits oiseaux, etc. Vous l'avez tous vécu. Il y a des gens aussi qui ont découvert qu'ils avaient des voisins et que leurs voisins avaient des enfants et que c'était compliqué, le télétravail notamment. Donc ça a changé la donne. Et cette étude montre aussi que les gens se sont rendus compte qu'ils étaient acteurs de leur environnement sonore, que ce n'était pas forcément toujours les pouvoirs publics ou aux autres de faire quelque chose, mais qu'eux-mêmes pouvaient agir en modifiant leur mode de vie, en déménageant, on l'a vu, l'exode rural aussi, etc. Ouais. Alors je voudrais qu'on en vienne, Fanny Metliki, sur cette expérimentation qui a lieu depuis un mois, c'est ça à peu près, à Paris, alors de plutôt 3 mois, sur les transports et les routes, ça consiste en quoi? Alors, c'est l'expérimentation de radar sonore dont vous voulez parler, je pense. Donc, en fait, ça, c'est une expérimentation qui a été lancée à la suite de la loi d'orientation des mobilités, qui a introduit la possibilité d'expérimenter le contrôle automatique des émissions sonores des véhicules, parce que jusqu'à présent, en fait, seules les forces de l'ordre peuvent intercepter des véhicules qui seraient trop bruyants, faire des tests sur les véhicules à l'arrêt et dresser une amende, enfin un procès verbal s'il y a lieu. Donc là, c'est des radars, quoi. L'idée, là, c'est d'aller vers des radars automatiques. D'accord. Voilà. Et donc, ces prototypes de radars automatiques, il y en a 3 à l'heure actuelle qui ont été développés par des fabricants. Il y a Bruit Paris, mais il y a aussi ACOM et MicroDB, 2 autres sociétés. Et ils sont en cours de test, donc sur l'année 2022 et probablement aussi 2023, au sein de 7 villes en France, dont Paris. Il y en a 4 en Ile-de-France et Paris, où il y a 2 sites d'expérimentation, en fait, sur Paris. Et donc le but, c'est de voir si déjà les technologies sont efficaces pour bien arriver à identifier dans un flot de véhicules, un flux de véhicules, le véhicule qui serait vraiment trop bruyant. Donc ça, il y a des challenges technologiques derrière. Il faut identifier le véhicule qui fait du bruit, relever sa plaque pour pouvoir le verbaliser. Et arriver à distinguer le bruit d'un véhicule particulier au sein d'une masse de perturbations sonores liées à tous les véhicules, voire même des chantiers à proximité. Donc, il faut arriver à isoler le bruit du véhicule en cause, identifier sa plaque d'immatriculation et envoyer cela vers les services qui sont en charge après de dresser des contrôles automatiques. Mais ça veut dire que cette phase de test, elle va durer longtemps. Alors, à partir de quand il peut y avoir éventuellement des amendes automatiques? On est dans une première phase de test à blanc, c'est-à-dire que les systèmes fonctionnent comme ce qui est visé à cible, en
situation cible. Mais par contre, il n'y a pas encore de verbalisation. Donc ça va durer jusqu'à fin mai de cette année. Après, il y aura toute une étape qu'on appelle l'étape en fait, d'homologation en métrologie légale des appareils, parce qu'avant de pouvoir dresser une verbalisation, une amende, il faut être sûr que l'appareil est très précis et ne donne pas d'amende à tort. Enfin voilà, ça serait voilà. Donc il faut vraiment évaluer sous toutes les coutures, je dirais, les appareils pour être bien sûr qu'ils répondent au cahier des charges. Donc ça va s'étaler sur la fin de l'année 2022 et en 2023, on replacera les appareils et cette fois-ci, il y aura une phase avec verbalisation. Ouais. Mais c'est plutôt, c'est des radars plutôt anti-moto ou anti-scooter. Oui, l'idée c'est vraiment de sanctionner. Ça c'est mon expérience personnelle, mais j'ai plutôt l'impression que ça vient c'est vraiment de sanctionner les comportements les plus inciviques. Donc en général, c'est en effet soit des deux roues qui ont été trafiquées, dont le pot d'échappement a été modifié pour des pots non homologués par exemple, des scooters débridés. Il y a aussi les conduites en sur-régime volontaire, que ce soit avec des deux roues motorisées ou des véhicules particuliers, parce qu'il y a des voitures tunées aussi. Voilà. Donc c'est ces comportements-là qui sont ciblés. Donc c'est une minorité évidemment de conducteurs. On n'est pas dans des radars tiroir-caisse, je dirais. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment c'est vraiment de sanctionner les comportements les plus inciviques et qui posent le plus de problématiques, parce qu'il faut savoir que les deux roues en fait motorisées, c'est la première source de gêne liée au bruit qui est citée par les gens qu'on les interroge en termes de bruit des transports. Ouais. Laurent Droit, vous vouliez intervenir. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Fanny, c'est que les radars, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on agit sur les comportements. Et dans ces dernières années, tout ce qui était bruit de trafic automobile, enfin tout ce qui est bruit de sources mécaniques de transport, c'était vraiment une approche technique de réduction des sources de bruit, de murs anti-bruit, d'asphalte acoustique, etc. Et là, pour la première fois, on agit sur le comportement des conducteurs, que ça va en gestion de leur vitesse ou de gestion de l'entretien de leur véhicule. Et il y a vraiment un axe majeur nouveau sur cette opération. C'est très important parce qu'en fait, on se rend compte, on a fait déjà des premières études au sein de Bruit Paris, on se rend compte que les comportements inciviques et les pics de bruit intempestifs vraiment très marqués qu'on peut avoir sur un axe routier représentent parfois jusqu'à plus de la moitié en fait, du bruit global provenant de la route sur la journée. Donc en fait, c'est énorme. Ça veut dire que c'est presque l'axe prioritaire sur lequel il faut agir avant même. Alors évidemment, c'est complémentaire au fait de mettre des revêtements acoustiques parce que là, ça va réduire le bruit de roulement. On a d'autres actions, mais c'est vrai que l'un ne va pas sans l'autre finalement, parce qu'on a beau faire plein d'actions techniques pour essayer d'apaiser la circulation. Si on laisse des comportements inciviques, ça vient finalement... c'est dommage parce que voilà, les gens ne se rendent pas compte finalement des actions qui ont été faites par ailleurs. Merci beaucoup à tous les deux. C'est l'heure de Smart Ideas, tout de suite une start-up à l'honneur. Et dans ce Smart Ideas, je vous présente mon invité Anissa Mekrabèche. Bonjour, vous êtes la créatrice du masque inclusif, vous êtes venue avec. Comment a commencé l'histoire de ces masques inclusifs? Par votre expérience personnelle? Tout à fait. Donc, tout a commencé pendant le premier confinement, en avril 2020. Je me suis rendue à la pharmacie et j'ai été confrontée à une communication très difficile. Donc, pour ma part, j'ai une surdité moyenne bilatérale. Je porte des appareils auditifs et selon les situations, je m'appuie sur la lecture labiale. Ouais. Ce jour-là, le personnel était masqué, il y avait la vitre en plexiglas et il y avait la distance. Je ne comprenais rien. J'ai informé le personnel, je leur ai dit que la communication était difficile, ils ont été bienveillants, ils ont répété à plusieurs reprises, mais cette situation je me suis sentie perdue, isolée, à tel point qu'à un moment donné, quand je venais de donner mon ordonnance et on me demande quelque chose, et le personnel tend la main et je donne ma carte bleue, alors qu'elle demandait la carte vitale. J'étais vraiment déboussolée. Le risque d'une situation comme celle-là, c'est un peu le repli sur soi? Tout à fait. On n'ose pas poser des questions. D'ailleurs, je n'ai pas osé. Je n'ai pas osé parce que je me suis dit, je ne vais rien comprendre, ça va me mettre dans une situation inconfortable. Et quand je suis sortie, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose parce que si j'ai été dans cette situation, d'autres l'ont été et le seront par la suite. Alors, vous décidez de créer un masque inclusif, transparent.
Sauf que l'idée, c'est beau, mais après, il faut se lancer. Comment vous avez fait? Quel argent? Comment vous avez trouvé des sources de financement? Alors, ça a été très rapide. Donc, après la pharmacie, je suis rentrée à la maison, j'ai monté un prototype. En quelques jours, j'ai mis en place une récolte de fonds. J'ai monté un site internet et j'ai contacté la presse. Tout ça en quelques jours. Et à ma grande surprise, ça a pris une ampleur inattendue. En 2 mois, au début, j'imaginais ce projet vraiment à échelle locale, à Toulouse, et avec un budget de 5 000 €. Et en 2 mois, on a récolté 18 563 €, exactement. Et alors, depuis, vous avez vendu, distribué combien de masques? Alors, la première année, environ un peu plus de 200 000. Ouais. Après, on avait un partenariat, donc ça aurait pu être beaucoup plus, mais les choses ont fait qu'on a dû se séparer. Mais de notre côté, environ un peu plus de 200 000. Un peu plus de 200 000. Alors, ce masque inclusif, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne sert pas seulement aux personnes malentendantes, parce qu'il y a la question du sourire, des échanges qu'on peut avoir. Exactement. D'ailleurs, très rapidement, alors, initialement, il était pensé pour l'entourage des personnes sourdes et malentendantes. Ouais. Et très rapidement, on a reçu des messages, que ce soit des personnels de la crèche, de la restauration, enfin tout le monde, et en fait il est pour tout le monde. Ouais. C'est le masque de demain. C'est le masque de demain. Mais alors, il y a quand même une question qu'on se pose, parce que là, on vient tous de retirer nos masques, sauf dans les transports et sauf dans les hôpitaux. Donc, vous vous dites quoi? Vous dites, il y a encore la place pour que ce soit un business pérenne, ou alors il faut inventer autre chose? Non, il faut inventer autre chose, et ça, depuis le début, on était prêts. On le savait qu'à un moment donné, ce modèle n'était pas viable, et donc on réfléchissait. Et là, avec ma super équipe, on a monté un projet qui sera ouvert au public à partir de fin avril, on espère. Oui, c'est quoi? Alors, c'est Pinkle. Pinkle, c'est une plateforme dédiée à l'inclusivité sociétale qui mettra en avant les projets inclusifs, que ce soit des produits ou des services, qui mettra en lumière les créateurs de ces projets et qui les accompagnera si besoin. D'une certaine façon, vous allez mettre à profit l'expérience de la création de ce masque, c'est ça? Les obstacles que vous avez rencontrés, ce qu'il faut faire et pas faire, c'est devenir un conseil, c'est ça? Oui. Exactement ça. Je suis très reconnaissante. J'ai eu beaucoup de présence médiatique et je souhaite réutiliser ce levier pour les autres, pour pouvoir leur apporter de la visibilité. Et alors justement, il y a un projet, il y a un produit que vous voudriez mettre en avant avec une personne particulière, un certain Grant. Pourquoi? C'est qui ce Grant? Tout à fait. Alors là, nous sommes en train de rechercher des produits, des créateurs. Et on a trouvé une personne qui est en Écosse et qu'on va voir le mois prochain et qu'on mettra en avant puisqu'il a créé un produit formidable. On peut savoir quoi? Oui, alors il s'agit d'une cuillère. Une cuillère. Voilà. Ça s'appelle un tease. On a vraiment envie de savoir à quoi ça pourrait ressembler. Merci beaucoup. Et donc ça s'appelle Pinkle. Pinkle, oui, c'est plateforme inclusive. Et j'en profite aussi pour dire qu'on souhaiterait maintenir les valeurs qui ont fait le succès de Masque Inclusif, que ce soit au sein de notre start-up, tout comme auprès des clients, la bienveillance, le respect des autres et la participation à une société plus inclusive, et aussi montrer une autre image du monde des affaires qui n'est pas forcément reluisant. Merci beaucoup d'être venu nous présenter donc ce masque et Pinkle, cette nouvelle plateforme. Merci à toutes les équipes. À très vite sur Bismart.